merci d'être aussi nombreux pour cette deuxième conférence santé que nous organisons à la pharmacie, qui est cette fois-ci qui va aborder le thème du microbiote intestinal. Alors pour celles, il y en a quelques-unes qui étaient là à la première conférence santé, on avait parlé des molécules indispensables à la vie, que sont les acides aminés, issus des protéines. Bonjour. Allez-y, il reste peut-être une petite place derrière. Donc on avait parlé des acides aminés issus des protéines, des glucides, des liquides, des vitamines et oligo-éléments. Et le dernier groupe de molécules indispensables à la vie, dont j'ai peu parlé, est représenté par les fibres alimentaires. Et bien c'est le sujet d'aujourd'hui, puisque les fibres sont la nourriture principale du microbiote intestinal. Donc parler des fibres, c'est parler du microbiote et vice-versa. Je remercie la collaboration de Cécile Saint-Béat, qui est naturopathe à Langon, qui animera un atelier sur la lactofermentation après la conférence. Et je remercie, il est passé ou pas ? Il est timide, il se cache. Je remercie encore une fois, et il nous fait la surprise d'être là, parce que vraiment c'est inespéré, Monsieur Schilling, qui est donc chef étoilé au restaurant Laïque sur Bonn, et qui, je ne sais pas ce qu'il nous a concocté, c'est la surprise du chef. Donc on aura le droit de à nouveau déguster de ceux qui étaient là et de partager un moment ensemble après de deux salés et deux sucrés. Et enfin, je remercie toute l'équipe de la pharmacie pour m'avoir aidé à organiser cette soirée, qui, je l'espère, vous apportera beaucoup. C'est un échange, alors je vais beaucoup parler, mais à la fin de chaque chapitre, s'il y a des questions, j'espère pouvoir y répondre. Vous n'hésitez pas. Pareil pour les personnes qui nous font l'honneur de nous regarder sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer. Elodie me les donnera à la fin de la conférence et je ne manquerai pas d'y répondre. Mes remerciements que j'ai oublié d'afficher, les voici. C'était le rappel, voilà. Alors, on va donc voir pendant cette soirée une définition du microbiote intestinal, comment il se forme, quels sont ses différents rôles, les déséquilibres et conséquences, et comment le protéger, le restaurer et l'entretenir. Alors, avant de commencer, je voulais revenir sur notre appareil digestif dans sa globalité, pour bien comprendre ce que l'on mange et par où ça passe. Donc, on absorbe au niveau de la bouche, le rôle de la mastication qui est primordial, prendre le temps de manger dans le calme, c'est important. L'action des glandes salivaires qui vont libérer les sucs salivaires. Donc ça commence, il y a une prédigestion qui se fait au niveau de la bouche. Le tout descend dans l'œsophage, arrive au niveau de l'estomac. Action de notre acidité d'estomac, des sucs, des enzymes qui vont participer toujours à cette digestion de ce que nous mangeons, de ce qu'il y a dans notre assiette. Et ensuite, ça arrive au niveau de l'intestin grêle. Pour rappel, peut-être que certains le savent déjà, mais la surface de l'intestin grêle est de 200 mètres carrés, soit l'équivalent d'un terrain de tennis. Si on devait déplier votre intestin, mon intestin, eh ben on aurait la surface d'un terrain de tennis. Donc c'est pour vous faire comprendre ô combien le rôle d'absorption, puisque c'est là que se fait l'absorption des nutriments que vous avalez, il est important. Et donc c'est sur l'intestin le petit, l'intestin grêle, le fin. Et ce qui n'a pas été digéré va arriver au niveau du côlon, en commençant par le côlon ascendant droit, le transverse et descendant gauche, et ensuite ça se termine dans nos selles et évacué au niveau de l'anus. Le côlon, c'est surtout lui dont on va parler ce soir parce que c'est là où se trouve le microbiote, enfin en tout cas le plus grand nombre de bactéries se trouve au niveau du côlon. Voilà, donc ça déjà, l'intestin, s'il n'est pas en bonne santé, on ne peut pas absorber correctement et on aura beau avoir mis la qualité dans son assiette, mais si on a un déséquilibre au niveau de son intestin, des fragilités, une inflammation, on ne pourra pas absorber ce qu'on aura mangé. Donc c'est bien dommage. Donc il faut le chouchouter, cet intestin. Alors on y va pour la définition. Alors un microbiote est un ensemble de micro-organismes vivants constitués de bactéries, de levures, de champignons et de virus. Donc ensemble de micro-organismes vivants dans un environnement donné. Nous hébergeons de nombreux microbiotes qui recouvrent l'ensemble des surfaces du corps humain. On
On retrouve donc un microbiote au niveau de notre nez, bouche, pharynx, un microbiote au niveau de notre peau, au niveau des poumons, du système digestif et du vagin. C'est au niveau donc de notre tractus gastro-intestinal qu'il est le plus important. Ces microbiotes peuvent être caractérisés par leur richesse, c'est-à-dire le nombre de bactéries, notamment bactéries. Je vais beaucoup parler de bactéries plus que levures, virus et champignons. Caractérisés par leur diversité, donc les différentes espèces de micro-organismes donc qui composent notre microbiote. Donc le microbiote intestinal, c'est l'écosystème le plus complet du corps humain. Il pèse entre 1 et 2 kilos et contient 100 000 milliards de bactéries, avec une densité maximale qui se situe au niveau du côlon. Donc si ce schéma, ça nous montre au niveau de l'estomac, on en a, mais 10 à 1000 bactéries par millilitre avec un environnement qui est oxygéné et acide. Ensuite, au niveau de l'intestin grêle, on augmente en nombre de bactéries et on commence à se raréfier en oxygène et en acidité. Pour finir au niveau du côlon, où on est donc entre 10 milliards et 10 000 milliards de bactéries par millilitre, avec un milieu privé d'oxygène, que l'on dit anaérobie. On va retrouver des bactéries anaérobies et pas d'acidité. La composition, je l'ai déjà dit, pardon. Voilà, donc bactéries anaérobies, mais aussi on va quand même retrouver d'autres bactéries, des virus, des champignons, des levures et autres micro-organismes. Et au niveau du côlon, on n'aura pas tout à fait la même flore entre le côlon ascendant droit et le côlon descendant gauche. Donc au niveau du côlon ascendant droit, c'est plutôt une flore dite de fermentation qui va en fait se nourrir des fibres alimentaires qui n'auront pas été digérées dans l'intestin grêle. Et cette flore va produire des nutriments et des gaz qui sont inodores, mais qui peuvent être douloureux si on a un excès de flore, et notamment avec un excès de sucre. On peut se retrouver avec des ballonnements, des douleurs ici à droite. Donc il faut peut-être un peu moduler sur son assiette et puis refaire la flore, ça on y reviendra après. Et la flore du côlon descendant gauche, elle, c'est une flore dite de putréfaction. Elle va digérer les protéines qui n'auront pas été digérées précédemment et va produire des nutriments et des gaz, eux, malodorants. Voilà. Donc les végétariens sentent bon et les viandards sentent pas bon. Voilà. Chaque individu adulte héberge 160 à 200 espèces de bactéries différentes dans ses selles. Et sachez que 80% des bactéries sont propres à chaque individu. Le microbiote constitue donc une empreinte individuelle influencée par différents paramètres. Mais malgré cette différence individuelle, ce microbiote va assurer des fonctions physiologiques identiques. Donc là, j'en ai fini pour la définition. Est-ce que ça va? C'est pas trop dur? Je vous ai pas perdu? Ou peut-être trop simple, hein, si vous êtes tous calés sur le microbiote. Non, ça va? Alors, on passe ensuite à la formation du microbiote intestinal. Et bien là, je vous ai mis une photo d'un accouchement, parce qu'effectivement, la période des 1000 jours, alors qui commence dès la conception de l'enfant jusqu'aux 2 ans de l'enfant, est une période clé pour la mise en place des microbiotes et en particulier du microbiote intestinal, pouvant influer sur la santé future de l'enfant et de l'adulte. Alors, avant l'accouchement, le tube digestif du bébé est quasi stérile, quoique les dernières études ont montré qu'il y avait quand même une faible quantité de bactéries, ne serait-ce qu'au niveau du liquide amniotique, du sang du cordon et du placenta. Mais bon, grosso modo, on a un intestin quasi stérile. La rupture, ça commence donc, le travail va commencer avec la rupture de la poche des os. Le bébé est alors exposé à des bactéries extérieures. C'est donc sa première introduction au monde des bactéries, et donc le premier événement qui va construire le microbiote intestinal de l'enfant. Ensuite, le bébé continue sa progression dans le vagin, et il va s'inoculer via son nez, sa bouche, sa peau, du microbiote si important de la maman. La naissance par voie basse sera donc très importante pour la construction de son microbiote. Bon, alors je veux pas, si jamais il y a des mamans qui vont regarder après cette conférence, bien sûr on n'est pas là pour culpabiliser les mamans qui auront accouché par césarienne. Il y a des décisions médicales qui sont prises pour telle et telle raison. Il n'empêche que, moi je pense que, peut-être pas pour moi, mais génération peut-être de ma fille qui a 18 ans,
en fait, on nous laissait le choix. Est-ce qu'on programme l'accouchement, comme ça c'est bon, on se met d'accord sur le planning, allez, on accouche tel jour. Eh ben non, la nature est bien faite, il vaut mieux la laisser faire. L'accouchement par voie basse, si on a le choix, si bien sûr il n'y a aucune contre-indication médicale, elle est à préférer. Cette naissance par voie de basse sera donc très importante pour la construction du microbiote du bébé. Ensuite, deuxième chose importante, il y aura une mise du bébé donc au pot à pot du papa ou de la maman. Donc là aussi un contact avec les bactéries de la peau des parents. Et ensuite une mise au sein et un allaitement qui sera proposé. Sachez que le lait maternel contient des nutriments, des anticorps, des anti-inflammatoires, des hormones et plus de 700 espèces de bactéries. Il contient également des sucres que l'on appelle les oligosaccharides qui vont nourrir les bonnes bactéries, permettant ainsi leur multiplication. Ces bonnes bactéries auront pour rôle de défendre le bébé contre des bactéries ou des virus pathogènes. Donc à l'inverse, un enfant né par césarienne et non allaité n'aura pas rencontré les mêmes bactéries. En tout cas, pas celles, surtout, les plus importantes, de la flore vaginale et de la flore fécale de la maman. Ce manque de bonnes bactéries, et notamment de bifidobactéries, peut être à l'origine de maladies comme l'allergie, l'asthme, le diabète, l'obésité, les maladies neurologiques ou maladies inflammatoires de l'intestin. En grandissant, voilà, ça c'est un diagramme que j'ai trouvé sur le nombre de bactéries. Donc en grandissant, la flore intestinale de l'enfant puis de l'adulte évoluera en fonction, alors beaucoup là sont notés les facteurs qui influencent le microbiote intestinal, je vais y revenir après, mais surtout l'alimentation. Donc en fonction de l'alimentation, en fonction de l'environnement dans lequel vit l'enfant et de sa consommation de médicaments, en particulier d'antibiotiques à cet âge-là, tout ça aura des répercussions sur la flore intestinale. Donc elle évolue, on voit qu'elle évolue jusqu'à 2-3 ans. Voilà, donc on arrive à la fin du bleu foncé puis bleu. Elle est à peu près stable à l'âge adulte et on s'aperçoit que cette qualité de flore diminue en vieillissant. C'est peut-être aussi ce qui explique que, puisqu'on parle d'immunité, mais on verra après que notre immunité, elle se situe surtout au niveau de notre flore intestinale, enfin au niveau de notre microbiote. Ce qui peut expliquer aussi qu'on est plus fragile aux âges extrêmes de la vie. On l'a compris à la naissance parce cette flore est en pleine construction, mais aussi en vieillissant, eh ben on perd en fait, on a une qualité de bactéries un peu moins bonne, et donc on est plus fragile et plus soumis à attraper les virus notamment ou bactéries pathogènes. Voilà pour la formation du microbiote. Alors, les fonctions de ce microbiote, je vais dissocier les fonctions au niveau local, donc au niveau de l'intestin, et au niveau distal, c'est-à-dire plus loin. Alors, là, je vous ai mis un dessin d'une coupe transversale de l'intestin grêle. Donc, c'est un peu, voilà, c'est complexe, mais c'est ça. Il faut vraiment voir un tuyau qui n'est pas lisse, qui est fait donc de petites vaguelettes qu'on appelle les villosités, donc petites vaguelettes en beige. Et par-dessus, on a une couche un peu rose d'un mucus qui va être très important pour que viennent s'agripper et viennent vivre et coloniser les bonnes bactéries, donc notre microbiote. Il existe un rôle primordial sur les défenses, un rôle primordial sur les défenses de l'organisme. C'est notre barrière contre les pathogènes. Donc le microbiote forme une couche protectrice à la surface de la lumière intestinale et diminue ainsi l'adhésion des microbes pathogènes. Certaines bactéries s'opposent au développement donc certaines bonnes bactéries s'opposent au développement des pathogènes et produisent des facteurs antimicrobiens. C'est pourquoi on veillera à reconstruire sa flore intestinale après une prise d'antibiotiques. Donc un rôle de barrière, un rôle de production d'anticorps par les cellules du système immunitaire intestinal. Sachez que 60% du système immunitaire de l'organisme se situe au niveau intestinal. Donc ça, c'était la coupe transversale. Et voilà. Ensuite, donc au-dessus, on est dans la lumière intestinale. En dessous, on est après dans les différentes couches de notre intestin. Donc on voit bien qu'on a toujours nos villosités, enfin nos cellules entérocytes tapissées de villosités. Par-dessus un mucus dans lequel baignent nos bactéries, nos anticorps. Donc, première fonction, rôle sur les défenses immunitaires.
Deuxième fonction, il contribue au maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale et de son étanchéité, car la muqueuse intestinale agit comme un filtre à café qui permet l'assimilation des nutriments. En cas de dysfonctionnement, on parle de dysbiose, elle perd son étanchéité, perturbant ainsi les échanges en laissant passer des éléments inopportuns qui peuvent avoir un retentissement sur la santé. Le troisième rôle, bien sûr, c'est notre microbiote sert à la digestion. Meilleur est notre microbiote, meilleure est notre digestion et notre transit. Et il permet aussi de fabriquer des vitamines, notamment des vitamines du groupe B et la vitamine K. Enfin, il intervient dans les processus de récupération d'énergie, car en fermentant les fibres alimentaires non digérées à la sortie d'intestin grêle, le microbiote va produire des acides gras à chaîne courte, un nom qui revient souvent quand j'ai préparé cette conférence, c'est le butyrate. Celui-ci va fournir une grande majorité de l'énergie nécessaire aux cellules de la muqueuse pour leur croissance et leur renouvellement. Le butyrate joue donc un rôle essentiel dans le maintien des jonctions membranaires formant la barrière intestinale. Donc je voulais revenir sur cette coupe et que vous voyez, donc après les villosités, on arrive, il y a un plexus sous-muqueux, des muscles circulaires, plexus myentérique. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, voilà. C'est au niveau des terminaisons. En fait, on arrive ici à énormément de neurones qui sont présents au niveau de nos intestins. Parce qu'il existe un axe intestin-cerveau, notamment avec le nerf vague. Donc, axe intestin-cerveau qui se fait via différentes voies de communication. Notre intestin contient 200 millions de neurones, soit l'équivalent d'un cerveau, d'un chien ou d'un chat. Ces neurones échangent des informations avec notre cerveau comme une véritable conversation secrète. Donc, on pourrait vraiment regarder le ventre pour mieux soigner la tête. Et pas j'ai mal au ventre, c'est le stress est dans ta tête. Eh ben non, c'est normal. Enfin oui, c'est le stress, mais on va se pencher dessus pour essayer d'aller mieux. Donc on savait que le stress, je vous l'ai dit, que le stress influençait notre intestin, et on découvre aujourd'hui que l'inverse est vrai. 95% de notre sérotonine, donc ça j'en avais parlé, ça découle des réactions de l'acide aminé jusqu'à nos neuromédiateurs. La sérotonine, ce neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions, eh bien 95% est synthétisé au niveau de notre intestin. Une étude réalisée chez l'homme a montré qu'une association de probiotiques prise pendant 30 jours permettait de réduire les niveaux de stress. Donc de nouvelles découvertes ouvrent d'immenses espoirs thérapeutiques dans des maladies dont on ne connaît pas encore l'origine, notamment des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, qui pourrait trouver son origine au niveau de notre intestin. L'autisme, il existerait une diminution de la richesse et de la diversité des bactéries intestinales chez les enfants autistes. Il en est de même pour l'obésité. Des études ont permis d'observer que les personnes obèses avaient un profil de microbiote intestinal différent des personnes saines. En effet, leur microbiote est pauvre en espèces bactériennes, notamment en bifidobactéries. Il y a donc un avenir prometteur pour toutes ces maladies d'origine inconnue. En se tournant sur l'étude du microbiote, on en apprendra beaucoup. Alors, pour résumer en vidéo un peu tout ce que je viens de vous dire, je vais vous... Si je veux bien qu'on la remonte, peut-être. Pardon, celle-là, donc là, on n'est plus sur la coupe transversale, donc on a en haut la lumière intestinale, et dessous, on arrive avec les cellules, et le passage, si tout va bien, on aura une absorption de nos nutriments via la muqueuse intestinale, l'activation des anticorps, voilà. Et on voit bien que là, on a une muqueuse intestinale qui va bien, les cellules sont jointes, serrées, donc tout fonctionne normalement. C'est bon? Avec cet intestin-cerveau, on vient de le voir. Alors, et donc là, tu penses qu'il vaut mieux toujours laisser la lumière? Oui? Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps, et pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kg. 1 gramme d'excréments humains contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Avant la naissance, le
le tube digestif du fœtus est stérile. Lors de l'accouchement, le nouveau-né ingère des micro-organismes, notamment présents chez sa mère. Son tube digestif est ainsi rapidement colonisé par des bactéries vaginales et fécales maternelles. Il connaît alors un véritable bactériboom. Par la suite, la composition de ce microbiote intestinal va évoluer, en fonction par exemple du mode d'alimentation du nourrisson, allaitement ou lait de substitution. L'allaitement maternel favorisant l'implantation précoce de certaines souches bactériennes. La composition du microbiote se complexifie avec le temps. Elle comprend de très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 ans, s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Les micro-organismes se situent sur toutes les surfaces exposées à l'environnement. Peau, yeux, nez, organes génitaux, intestin grêle et côlon. Ce dernier fait partie des écosystèmes microbiens les plus densément peuplés de la planète. La diversité des micro-organismes y est maximale, avec plusieurs centaines d'espèces. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. À l'instar de nos empreintes digitales, nous portons donc chacun notre signature bactérienne personnelle. Le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe fonctionnel du corps humain, rendant chaque jour d'inestimables services à son hôte. Il est en étroite interaction avec notre intestin et joue différents rôles majeurs. Ainsi, il exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. Une fraction des aliments, comme les fibres alimentaires, et une grande partie des glucides, n'est pas digérée par nos enzymes dans l'intestin grêle. Elle est dégradée par le microbiote dans le côlon. Cette communauté intestinale assure également un rôle de barrière contre l'invasion des micro-organismes pathogènes responsables de diverses maladies. Non seulement le microbiote les empêche de s'installer en occupant le terrain, mais les bonnes bactéries du microbiote luttent directement contre les pathogènes par compétition pour les mêmes nutriments et par la production de substances bactéricides. L'intestin représente le premier réservoir de cellules immunitaires de l'organisme. Ces cellules, des globules blancs, jouent un rôle primordial sur le microbiote en faisant le tri entre les bactéries nocives et celles qui, au contraire, sont bénéfiques pour la santé. Le système immunitaire influence donc la composition et la diversité du microbiote, et il s'avère qu'en retour, le microbiote active et influence le système immunitaire. Le stress, la fatigue, une alimentation déséquilibrée ou la prise d'antibiotiques réduisent la variété des micro-organismes présents. Or, leur diversité est fondamentale. Une chute de 30 à 40% de cette diversité peut provoquer l'apparition de certaines maladies chroniques, diabète de type 2, problèmes hépatiques ou cardiovasculaires. Inversement, en modifiant la composition du microbiote, on pourrait prévenir certaines pathologies. Le microbiote intervient sur la digestion, mais aussi à divers niveaux sur le fonctionnement de notre organisme. Son interaction avec le cerveau est un élément dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Il nous faut donc accepter d'être des êtres non indépendants, hébergeant d'autres êtres vivants qui nous sont indispensables. Respecter et cultiver cette symbiose active est probablement une clé majeure de notre santé. Voilà. Alors on enchaîne avec donc comment on arrive à ce déséquilibre du microbiote intestinal et les conséquences. Alors voyons les causes. Comment en est-on arrivé là? Eh bien soit on a été infecté par un virus type gastroentérite virale ou une bactérie lors d'une intoxication alimentaire comme Escherichia coli, et forcément il va y avoir un impact sur le microbiote,
soit il arrive de lui-même à combattre et on a quelques jours où on n'est pas bien et ça va, soit vraiment il y avait déjà peut-être un petit déséquilibre et en plus par-dessus un virus ou une bactérie pathogène. Et puis là, commence l'inflammation à bas bruit et puis des choses peuvent s'installer et entraîner et se répercuter ailleurs, mais on ne fait pas le lien forcément avec notre microbiote. Deuxième cause, et c'est la plus importante, c'est la mauvaise alimentation. Pauvre en fibres et ou un excès alimentaire, trop de sucre ou trop de viande. La troisième cause, la prise trop fréquente de médicaments tels que les antibiotiques, les inhibiteurs de la pompe à protons, donc c'est tous les médicaments qui sont là pour limiter l'acidité de l'estomac, sans dire des noms de médicaments, mais je vais vous dire les molécules, oméprazole, ésoméprazole, pantoprazole et tous les prazoles qui peuvent exister, qui sont énormément prescrits, peut-être qu'à un moment donné, il y en a besoin. On a un anti-inflammatoire, on a besoin d'un protecteur gastrique, enfin protecteur finalement, qui limite l'acidité, et pour autant, il continue à être prescrit. Alors pourquoi? Si ça va mieux, pourquoi on n'arrête pas? On essaie de voir. Et si on est toujours gêné, pourquoi on est gêné? Est-ce que ça vient de notre alimentation? Est-ce qu'il y a trop de stress? Est-ce qu'on boit trop de café, de thé, d'alcool? Voilà, il y a plein de questionnements qu'on devrait avoir et finalement pas laisser un médicament ad vitam aeternam qui, lui, aura un impact sur le microbiote. Donc, les antibiotiques, les inhibiteurs de la pompe à protons, les laxatifs vont aussi perturber ce microbiote et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ensuite, les facteurs, bien sûr, environnementaux, le tabac, l'alcool, la pollution, les pesticides. Et puis ensuite, c'est plus difficile à gérer, mais le manque de sommeil, l'excès de stress ou le manque d'activité physique. Elle me regarde. Ah, pour le stress. Non, il a la ligne. Parce qu'il y a des chefs qui n'ont pas la ligne, hein. Monsieur Schilling. Vous avez fait. Ça va revenir, ça va revenir. Et donc, les conséquences. Alors, ça, c'est un schéma. Bon, c'est pas le mieux que j'ai trouvé, mais je n'en ai pas trouvé qui me convenait. À gauche, tout va bien. J'ai des cellules jointes. J'ai donc, je vais pas permettre aux agents pathogènes de pénétrer. Voilà, les jonctions entre les cellules de l'intestin et les cellules épithéliales sont bien serrées. Donc voilà, mon microbiote qui est pas bien représenté là, mais il fait le job de pas laisser entrer les agents pathogènes. Et par contre, les nutriments, ils peuvent pénétrer correctement. À droite, on a un déséquilibre, une dysbiose. Les cellules sont inflammées. On vient de voir qu'on parle d'hyperperméabilité intestinale. Elles viennent s'écarter et là vont passer des toxines, des agents pathogènes. Les nutriments, eux, vont moins bien passer. Et donc, arrivent nos conséquences. Donc, lorsque les bonnes bactéries et les facteurs protecteurs viennent à manquer, les bactéries pathogènes, les parasites, les toxines peuvent se développer et provoquer des dommages de la muqueuse intestinale. Donc, ce déséquilibre, cette dysbiose, est à l'origine des allergies. La dysbiose ou l'hyperperméabilité intestinale peut expliquer ces phénomènes allergiques. La fonction barrière de la muqueuse intestinale étant compromise, cela favorise l'entrée des allergènes et cela va perturber notre système immunitaire. Ensuite, bien sûr, l'inflammation. Donc, un dysfonctionnement de l'écosystème peut entraîner une inflammation dite de bas grade, c'est-à-dire à bas bruit. Donc, inflammation de l'organisme discrète et continue due au passage de molécules complexes qui entraînent la production de molécules pro-inflammatoires. Et ces molécules en excès vont se répandre via la voie sanguine dans l'ensemble des tissus des différents organes. Et on peut aboutir à des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est une réaction immunitaire contre des molécules du soi, considérées comme ennemies. C'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis. Ensuite, donc, je vous l'ai dit avant, si on a une dysbiose, eh bien, on a une carence en micronutriments. En cas de déséquilibre de l'écosystème intestinal, les fonctions d'absorption étant perturbées, cela entraîne une mauvaise assimilation des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et enfin, ce déséquilibre, peut entraîner une surcharge hépatique. L'hyperperméabilité intestinale entraîne un passage trop important de toxines. Donc, qui est-ce qui fait après le rôle de nettoyer tout ça, de nous détoxifier? C'est le foie. Donc, ça va entraîner une surcharge hépatique, provoquant notamment une diminution de la production de la bile et d'autres enzymes, et donc une digestion moins efficace, qui maintiendra cette hyperperméabilité. Donc, c'est un cercle vicieux.
Ouais, j'ai pas parlé du cancer parce que c'est difficile le cancer colorectal. Bon, bref, il y aura peut-être un jour on en parlera, voilà, si j'arrive à faire quelque chose sur les cancers, mais bon, bien sûr, de toute façon, en tout cas pour le cancer colorectal, certainement, mais il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais pour les personnes qui mangent trop de viande, on le sait, trop de viande, mangent pas assez de fibres, il y aura une prédisposition à développer un cancer colorectal. Trop de viande, que ce soit blanche, Rouge surtout. Rouge. Ouais. Normalement, la viande rouge, c'est une fois par semaine. Alors attention, parce qu'il y a... Alors, tiens, Cécile, pour que les internautes intervenir. En fait, effectivement, manger le moins de viande rouge possible, c'est l'idéal. Mais il faut savoir qu'on a des polymorphismes. Et donc, du coup, on est tous quand même génétiquement un petit peu différents. Donc, c'est quand même à vous aussi de voir ce qui vous convient. C'est-à-dire qu'il y a certains vont être mieux avec une alimentation avec beaucoup de légumes et très peu de glucides, c'est-à-dire très peu de céréales, par exemple. Et certains vont être mieux avec beaucoup de légumes, beaucoup de poissons. Et puis certains vont être mieux, justement, avec de la viande sous toutes ses formes et pas mal de légumes. Mais quand tu dis ils vont être mieux, c'est-à-dire dans le côté digestif. Exactement, sur le côté digestif et puis sur tout le côté, en fait, de pathologie, justement, que ça pourrait développer à côté. Mais donc tu serais pas à dire une fois par semaine pour la viande rouge, parce que moi c'est finalement un conseil que je disais. C'est le conseil que je donne en global. Ouais. Et maintenant, quand je m'intéresse, puisque en cabinet, en fait, c'est à chaque fois un cas particulier. On est tous des cas particuliers. Donc, suivant ce que la personne a l'habitude de manger et suivant ce que la personne digère, puisque la personne, en fait, vous savez déjà ce que vous digérez et ce que vous ne digérez pas. En fait, on le sait depuis qu'on est tout petit. Et donc, suivant cela, donc moi, je vais écouter en faisant du cas par cas. Et suivant ce cas par cas, je vais réussir à distinguer justement ces débuts de polymorphisme, sachant qu'il y a des tests qui se font en laboratoire pour connaître son polymorphisme. D'accord. Voilà. Okay. Mais sinon, c'est juste. Hein. Non, mais l'idée c'est ça, mais effectivement, oui. Donc de s'écouter, d'adapter à son ressenti. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est vrai qu'enfin au comptoir, si j'ai quelqu'un avec du cholestérol, des triglycérides. En fait, le problème, je vais lui dire d'augmenter le poisson gras, je vais lui dire d'augmenter certaines choses. Je ne dis pas d'enlever toutes les protéines animales, hein. Alors, on est parfaitement d'accord. En fait, on est complètement d'accord. Je dirais que le plus dangereux, peut-être, si je puis dire, ça serait les sucres. Et ça paraît étonnant de dire ça. La viande rouge, attention, je suis pas pour. Il y a une histoire écologique, il y a beaucoup de choses, en fait, par rapport à la viande. Mais ceci dit, il y a des viandards dans la population. C'est bon d'en prendre, d'en prendre note. Et par ailleurs, finalement, c'est un mode alimentaire, on se rend bien compte, qui est bien plus intéressant quand même, en fait, d'avoir des protéines animales pour avoir des acides aminés. Oui. C'est bien plus important qu'une alimentation strictement végane, qui là, au bout de 2 ans, en fait, apporte vraiment de grosses carences qui, souvent, sont même irréversibles. Donc, du coup, je mets juste Oui, très bien. Merci pour ton intervention. Alors surtout pas de saumon, surtout pas d'espadon, surtout pas de requin, surtout pas de thon, pas de gros poissons, parce qu'effectivement ils sont chargés en mercure. Et dans notre monde d'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup impacté par toutes ces pollutions en fait aux métaux lourds. Alors les oméga 3, ils sont vieux, ils ont accumulé des... Et ils sont gros surtout. Ils sont gros, ils mangent les petits. Voilà, ils mangent les petits. C'est pour ça que sardines, anchois, maquereaux, harengs, flétans, voilà, ça va être intéressant. Et puis en plus, ils sont pérennes dans les océans. Donc du coup, on a un vrai intérêt. 2 fois par semaine. C'est ça. Là, on a le même discours. Alors, eh bien, voilà, on a déjà commencé à aborder le sujet, mais comment protéger, restaurer et entretenir ce précieux microbiote? Alors, il existe donc des micronutriments capables de moduler la composition et l'activité du microbiote intestinal de manière bénéfique. Donc là, on va parler des prébiotiques et des probiotiques. Donc, si je vous donne une définition brute des prébiotiques, c'est un substrat sélectivement utilisé par des micro-organismes hôtes conférant un avantage pour la santé. On met ça en français, c'est la nourriture, donc
C'est la nourriture de la flore intestinale qui permettra à celle-ci de proliférer et de corriger une éventuelle dysbiose. Dans notre alimentation, les prébiotiques sont les fibres alimentaires. Donc les fibres, ça fait partie de la famille des sucres. Ce sont des composants végétaux, des sucres complexes, que l'on appelle les polysaccharides, qui ont la particularité de ne pas être digérés au niveau de l'intestin grêle, ni absorbés. Donc ça arrive au niveau du gros intestin, du côlon, et elles vont agir comme un véritable engrais en nourrissant le microbiote. On distingue deux types de fibres, les fibres solubles, comme les mucilages, notamment le psyllium. Donc ça, ce sont des fibres qui sont capables d'absorber jusqu'à 8 fois leur volume en eau. Donc au niveau du transit, il faut ces fibres-là pour avoir des sels, enfin quelque chose d'un peu plus mou et qui puisse progresser dans notre côlon pour être éliminé. Donc les mucilages comme le psyllium, les pectines et les gommes contenus dans les fruits et les légumes. Et les fibres insolubles, comme la cellulose, hémicellulose ou lignine, qui vont apporter du volume au sel. C'est notamment ça qu'on retrouve dans les graines de céréales, notamment le son de blé, et dans les légumes à feuilles. Pour un bon fonctionnement de nos intestins, il nous faut ces deux types de fibres. Un apport quotidien de 20 à 25 grammes de fibres est préconisé en prévention pour avoir une bonne santé, ce qui correspond aux 5 fruits et légumes par jour qui sont recommandés. Je peux faire un petit... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, comme on rentre dans ton créneau, vas-y, n'hésite pas. Je voudrais juste dire par rapport aux fruits, pas trop. Voilà. Ouais, c'est un fruit, 4 légumes. Ouais, plutôt que, ça serait le bon ratio parce que le fruit, c'est du fructose. Et ce fructose, en fait, c'est de l'insulino-résistance, pas peu de temps après, en fait. Et donc, du coup, on rentre dans un process où là, d'un seul coup, ça va nuire au microbiote, forcément. Et ça sera pas bon pour vous. Ok. Bon, je parle quand même des fruits. Alors moi j'ai noté que les c'est bon pour les antioxydants. Voilà, que les fruits les plus riches en fibres sont les pruneaux, les abricots, la mangue, les dattes, les figues. Et puis ne pas oublier, peut-être que ça par contre tu es d'accord avec moi, tous les fruits secs oléagineux. Oui. Comme les noisettes, les amandes, les noix. Et je fais une parenthèse si tu ne dis pas. Du coup c'est interactif, mais on les fait tremper, s'il vous plaît. Les oléagineux, en fait, faites-les tremper. Ça avait été dit à la première conférence. Dans de l'eau de source, ça c'est important, vous les faites tremper toute une nuit, comme ça vous lancez une pré-germination. En cuisine, c'est top. Et puis, en même temps, ça permet en fait d'avoir donc du coup une alimentation vivante, parce que là vous allez avoir en fait tous les bienfaits de la graine. Et puis ça permet aussi, parce que moi ce que j'entends au cabinet, c'est je prends une petite poignée d'amandes, une petite poignée de noisettes. Mais la poignée, elle est comment en fait? Moi j'ai des petites mains, donc ça va, mais 10-15, ça irait, d'accord? Mais donc du coup, le fait de les faire tremper, ça permet en fait d'avoir son juste nombre. Et puis surtout, vous allez mieux les digérer parce qu'il y aura un acide qui n'existera plus et donc du coup qui limitera les process allergiques. Donc ça c'est important. Mais avec sa coque ou sans sa coque? Non, sans une sa fois coque. Que c'est décortiqué. Une noix par exemple. Ouais. Une noix, on claque en fait la coque. Et puis, vous allez prendre vos cerneaux et vous les mettez à tremper toute la nuit. Alors, il y aura un avantage parce que dans ce process enzymatique, vous allez éliminer justement ce qui provoque chez certains... Des aftes. Voilà, des aftes. Voilà. D'accord. Et on les garde avec la peau Alors, moi, je trouve le mieux, c'est frotter vite fait. Comme ça, la peau de tous les oléagineux contient des lectines qui ne jouent pas en notre faveur non plus. Donc, du coup, on essaie d'enlever le plus possible la peau. Donc moi j'achète des noix de cajou, mais sans peau, hein. Oui. Faut que je les fasse tremper. Idéalement. Ah ouais. Oui. D'accord. Les noisettes aussi, les amandes. Ouais, tous les oléagineux alors. Oui, alors attention, parce que du coup, en fait, ça se transforme. En fait, une poignée, ça va. Si vous ne faites pas assez de sport à côté, insulino-résistance aussi. Et puis surtout, vous apportez en fait trop de gras qui va s'oxyder en fait, parce qu'il ne sera pas suffisamment éliminé par la bile. Et donc juste pour terminer, parce que c'était la petite phrase des fruits, parce que les mamans qui veulent donner des jus de fruits, donc ça on avait aussi dit à la première conférence santé, on parle bien du fruit entier et pas du jus de fruits qui du coup a perdu ses fibres. Donc on passe aux légumes parce qu'on les préfère. Alors les légumes,
Donc les plus riches sont les légumes verts à feuilles, les épinards, les blettes, l'oseille, la salade, les poireaux. Est-ce que tu en as d'autres à citer Les blettes, les épinards. Ouais, ok. Voilà. C'est bon, on est d'accord. Et les légumineuses aussi. Et les légumineuses en juste dose. Ça, c'est important aussi. On se fait pas une assiette de lentilles. On se fait une assiette, en fait. Alors, on dit toujours une proportion de légumineuses pour 3 de céréales, pour avoir justement les acides aminés identiques à un steak. Mm. Mais donc, du coup, gardez toujours cette idée de l'alimentation, comment on s'alimente, en fait, dans tous les pays qui sont restés avec une alimentation ancestrale. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, en Amérique du Sud, on va avoir le maïs avec le haricot rouge. Mais ce maïs, en fait, il va constituer la base, si je puis dire, sous forme de galette ou sous forme de grains. Et puis, vous allez avoir juste un tout petit peu, donc une portion de haricots rouges. Donc, veillez toujours à avoir ce ratio-là, parce que sinon, là, vous abîmez, à contrario, en fait, le microbiote. Parce que d'un seul coup, de toute façon, tous, on a sans doute testé, on mange trop de légumineuses, on ballonne, puis on a des gaz. Bon, voilà, c'est parce qu'on en a trop dans l'assiette. Donc, une juste proportion. Donc, une portion de légumineuse pour 3 de céréales. 3 de céréales complètes. Ou semi-complètes. Alors, quand on mange du complet, on achète du bio, ça c'est obligatoire, parce que sinon, on va avoir les pesticides sur l'enveloppe. Et ben voilà, c'était la suite. Donc les céréales, parce qu'elles aussi, elles ont des fibres. Et donc voilà, je reviens sur choisir les céréales complètes ou semi-complètes, les pâtes, le riz, le blé, voilà. Ce qui peut... Il y a un doigt, Madame Lucbert. Et le fenouil et tout ça, c'est des fibres. En fait, c'est super riche en fibres, le fenouil. En fait, tous les légumes sont riches en fibres, mais il y en a certains qui sont plus riches en fibres. Le fenouil en fait partie. Après, reste à voir si vous le digérez. Ça, c'est toujours pareil, en fait. Moi, j'entends souvent au cabinet le poireau bof, l'oignon bof, les échalotes bof. J'entends aussi les brocolis, les choux-fleurs. Donc, l'idée, c'est, on va parler de légumes lacto-fermentés après, parce que du coup, plus on va refaire, en fait, notre microbiote intestinal, plus on va pouvoir remanger justement des aliments qu'on ne supportait pas trop parce que d'un seul coup, ça sera plus biodisponible. Alors moi j'ai une question. Oui. Marie demande au sujet des fruits secs que vous faites tremper. Quel goût ils ont en fait Ils sont délicieux. C'est comme s'ils étaient frais. Voilà. Donc l'amande, d'un seul coup, c'est comme si on mangeait de l'amande fraîche. Ah oui, ça modifie. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Donc elle dit finalement ils sont plus secs. De toute façon, le sec, en fait, on les appelle comme ça. Nous autres, on les appelle oléagineux. Voilà. Ok. Bon, alors moi, je vais revenir maintenant à la pharmacie parce qu'on peut aussi vous aider. Des fois, on ne donne pas que des fruits et des légumes. Dans notre conseil, on va vous dire, je vais vous donner quelque chose à base de fibres. Alors, ce qui va être prescrit, par exemple, j'ai attrapé le spagulax. On regarde, c'est l'ispagule. Donc, en fait, on revient sur le psyllium. Alors, certes, pas son état naturel, mais bon, voilà, c'est du médicament. C'est de la fibre, j'avais regardé, je ne sais plus, fibre de goire. Qu'est-ce que j'avais vu marquer? Je me rappelle plus, j'aurais dû l'écrire. Oui, fibre de goire partiellement hydrolysée. Ça, j'y viens après, c'est les probiotiques. On pourrait vous donner aussi des cubes avec donc figues, pruneaux, gomme d'acacia et son de blé. Voilà, donc ça, c'est notre manière à nous de vous amener les probiotiques. Mais bien sûr, dans notre conseil, on vous dira de réintroduire des légumes verts notamment. Et depuis peu, je voulais juste, pour ceux à qui j'en avais pas encore parlé, on a référencé de la mycothérapie. Je trouvais ça intéressant de l'introduire parce que, comme nos légumes, les champignons, donc pardon, je ne précise pas, la mycothérapie, c'est les champignons, donc on revient sur de la médecine chinoise avec reishi, shiitake, maitake et autres champignons, mais c'est amené de manière d'autres prébiotiques, d'autres fibres qu'on pourrait pas trouver ou différentes de celles des légumes. Et je trouvais ça intéressant de le développer. On a partagé un peu avec Cécile, mais notamment moi, où j'avais pas de réponse pour les personnes qui avaient beaucoup d'inconfort dans la muqueuse gastro-intestinale, mais plutôt haute, la partie œsophage, estomac. Dans la réparation de cette muqueuse, autant j'avais des réponses en naturel pour les intestins, autant je manquais de réponses
pour les personnes qui souffrent tout le temps de l'estomac et donc on revient aux médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure, oméprazole, etc., qui en prennent 2, 3, plus Gaviscon, plus. Donc voilà, donc je commence à avoir des retours très positifs, je suis contente, mais c'est une manière d'aller alimenter notre microbiote et d'aller réparer la muqueuse digestive. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de développer aussi ce champignon. Finalement, on en mange déjà, on mange des champignons, c'est pas ça. Ils sont considérés comme protéines à part entière. Bien sûr, en plus, au-delà des autres qualités que ça peut mais apporter. très riche en fibres. Ouais. Mais par contre, on fait attention, c'est toujours pareil. En fait, dans la nature, ils se chargent en métaux lourds. On fait attention. Donc tout en juste quantité, j'ai envie de dire. Nous, par exemple, limité parce que 1, c'est- 2 maxi par jour. Et encore une fois, là, c'est pareil. Hein. Si on fait pas de sport, si on est trop sédentaire, s'il vous plaît, pas du tout de fruits séchés. Donc pas de figues, pas d'abricots secs, parce que là, sinon, c'est la graisse viscérale assurée. Et donc, encore une fois, hop, c'est la voie vers l'insulinorésistance et donc vers le prédiabète. Ouais, mais pourtant il est là, le chef, hein, il n'est pas aux cuisines et pourtant ça sent bon, c'est vrai. Ça se fait tout seul, la cuisine. Oui, question. Oui, je vais reformuler la question. En probiotique, en pharmacie, peut provoquer des sels liquides. Est-ce normal? Est-ce un effet secondaire? Bon, les probiotiques, j'y viens. Là, on était dans les prébiotiques. Si des probiotiques peuvent occasionner des sels liquides. Oui. Alors, oui, tout dépend de l'état de la muqueuse intestinale. Voilà. Si elle est altérée, eh ben peut-être que nous, en proposant des probiotiques, le retour qu'on aura, c'est ou ça m'a pas fait effet, ou ça a été pire. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on régénère la muqueuse intestinale. Donc, oui. Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, nous autres en naturopathie, on dit toujours jamais de probiotiques en première intention. Jamais. D'abord, on répare en fait le haut et ensuite on s'occupe du bas. Mais si vous prenez des probiotiques, en fait, je suis pour les probiotiques, attention, mais de bonne qualité, ça c'est une évidence. Mais si vous prenez des probiotiques en fait en première intention, vos bactéries, on n'aura pas fait le ménage, on n'aura rien fait de bien concret. Et donc, vos bactéries, finalement, en fait, elles vont s'adapter sur un terrain qui sera un faux terrain d'une certaine manière. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de travailler en profondeur en haut et en bas. Ensuite, on va apporter des probiotiques. Mais si vous apportez des probiotiques tout de suite, vous allez vous sentir mieux. Ça, c'est une évidence. On peut avoir, mais les sels liquides, c'est souvent à cause d'une hypochloridrie. J'en reparlerai juste après. Mais c'est souvent à cause d'une hypochloridrie. Donc là, il y a un test simple à faire, mais j'en parlerai après. Un peu de suspense. Mais donc là, l'idée, c'est vraiment, en fait, en première intention, on s'occupe de l'intestin grêle, comme Muriel vous a montré, et puis ensuite, on s'occupe, en fait, du côlon, pour ne pas, justement, qu'il y ait une résistance aux probiotiques, parce que ça, c'est quand même ce qu'on rencontre fréquemment. La personne va mieux si on donne des probiotiques en première intention. Donc, du coup, elle se dit, ça y est, mon problème est réglé. Mais sauf que tout revient pire encore, en fait, 2 à 3 mois plus tard. Et ça, c'est vraiment ce qu'on observe systématiquement. Qu'on observe à l'arrêt ou qu'on observe déjà à pendant qu'on est en train de les donner? Parce qu'on peut pas en prendre, en fait, au cours, quoi. Mais après, on va parler d'alimentation. Oui. Donc, mais c'est pour ça qu'un échec, nous aussi, ça peut nous arriver au comptoir, voilà. Et c'est bien qu'on ait de suite le retour pour rectifier le tir. Et aller conseiller au mieux la personne. On s'est trompé, on a mis un probiotique, peut-être qu'on n'a pas assez posé de questions, etc. Et si effectivement la muqueuse n'est pas réparée, voilà. On n'a pas réussi à soigner la personne. Donc là, j'étais sur les prébiotiques, donc la nourriture des bonnes bactéries. Et on arrive aux probiotiques, qui sont donc les micro-organismes vivants, qui lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets censés être positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels. Donc le rôle de ces probiotiques, rééquilibrer le microbiote, améliorer le transit et l'absorption intestinale, inhiber l'adhésion et la croissance des bactéries pathogènes et renforcer le système immunitaire. En fait, rôle du microbiote que j'ai développé tout à l'heure, de notre bon microbiote à nous. Alors, où les trouver? Donc, dans les compléments alimentaires qu'on peut vous proposer à la pharmacie. Alors ici, à Sauternes, on a décidé de travailler avec Pilège et Nutergia.
où j'ai quand même à chaque fois un certain nombre de bactéries différentes. Donc évidemment, je suis pas sur des centaines de bactéries, mais j'en ai 4 à 5, et je suis dosée en milliards, en dizaines de milliards de bactéries pour avoir un impact sur mon microbiote. Donc là, on va retrouver des noms bifidobactéries, lactobacilles, streptococcus, lactococcus, etc. Il y a des souches qui ont fait l'objet de nombreuses études, et c'est le cas, la plus connue, c'est Lactobacillus rhamnosus, qui est une bactérie c'est celle qu'on va vous donner, qu'on va vous proposer en association avec des antibiotiques qui pourraient être prescrits par le médecin, parce que elle va vraiment faire cette barrière et vous éviter d'avoir une diarrhée à cause des antibiotiques. Donc elle va permettre de lutter contre la prolifération intensive de bactéries pathogènes, et donc responsable du déséquilibre du microbiote. Et donc j'en conclus et je laisserai la parole à Cécile. Dans notre alimentation, on peut aussi enrichir notre alimentation avec des probiotiques naturels sous forme de produits fermentés, yaourts, lait fermenté, kéfir, choucroute, cornichons et autres légumes lactofermentés. Et c'est avec un immense plaisir que je laisse la parole à Cécile, qui va donc nous avouer. Alors, vas-y, si tu veux rajouter à ce que j'ai dit. Je vais rajouter des petites choses. D'abord, je remercie Muriel de m'avoir invitée. Merci à toi. Désolée d'avoir coupé un peu le discours. Alors, moi, je voudrais juste rajouter des petites choses. On a parlé, et j'ai vu les regards, on a parlé mastication. Muriel vous a dit, on commence par mastiquer. Mais pourquoi? Parce que dans la salive, on a une enzyme. Et le rôle des enzymes, elles sont super importantes. Cette enzyme qui s'appelle l'amylase, elle détruit les amidons. C'est-à-dire déjà tout ce qui est sucre. Quand vous mangez du pain, que vous le mâchez, ça se passe plutôt bien. Quand vous mangez du pain et que vous le mangez vite fait, si vous êtes adepte du petit sandwich jambon-beurre par exemple le midi, c'est le pire de tout. Parce que là du coup, si en plus on ne le mâche pas, en fait ça va arriver, hop, au niveau de l'estomac. L'estomac, il va avoir énormément de mal à faire son travail, et du coup, on va avoir un bol alimentaire qui va se transformer en chyme, qui sera pas terrible. Donc, pensez à mastiquer pour éliminer les sucres. Ok? Parce que Muriel vous a dit, en bas, au niveau du côlon droit, ce qui s'appelle le cécum, à cet endroit-là, effectivement, c'est l'endroit des fermentations, les bactéries, en fait, qui ont tendance à fermenter. Mais, si on mange des aliments qui ne sont pas bien dégradés en sucre, c'est là où les douleurs arrivent. Et c'est là où d'un seul coup, on a l'impression de ballonner, de se sentir pas bien. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est tout un équilibre en fait du microbiote. Donc, de fermentation, de putréfaction, on a besoin des deux. Mais si c'est déséquilibré, en fait, d'un seul coup, vous allez être mal. Et puis, ce que Muriel vous a décrit, la dysbiose, etc. Donc, pensez à mâcher. Il se trouve qu'au Japon, ils ont carrément inventé des machines, en fait, pour aider à mastiquer, mais pensez-y parce que c'est vraiment la base de tout. Après, la deuxième chose, au niveau digestif, l'estomac. L'estomac, il est fondamental parce que beaucoup de gens dans la population souffrent de hypochloridrie. Hypochloridrie, c'est un terme, en fait, assez moche, mais ça veut juste dire, en fait, que la muqueuse gastrique ne sécrète pas suffisamment d'acide chlorhydrique et de pepsine pour aider à digérer les protéines en particulier. Alors cette hypochloridrie, vous pouvez le tester. Mais si vous êtes en hypochloridrie, c'est la porte ouverte en fait à d'éventuelles bactéries, ce qu'on appelle SIBO, au niveau du grêle. Donc là, d'un seul coup, on n'est pas bien parce qu'on ballonne en fait au-dessus du nombril. Et puis c'est sûr, mais votre côlon, lui, va pas suivre du coup. Là, les bactéries, ça sera le désordre total. Donc pensez à vous tester et de vérifier que vous n'êtes pas en hypochloridrie. Et ce que disait Muriel, c'est vrai. Bon, moi, je travaille aussi avec les pharmacies, mais c'est vrai que les IPP, nous autres, on en fait un petit peu la guerre parce qu'on comprend pas trop en fait pourquoi installer des médicaments de ce type qui vont justement léser d'une part cette muqueuse gastrique et puis en même temps favoriser un milieu qui sera moins acide, alors même qu'on a besoin de cette acidité. Donc l'hypochloridrie, petit test tout simple à faire à la maison, vous prenez une cuillère à soupe de bicarbonate, vous le mélangez dans de l'eau, vous le buvez, et puis vous mettez un petit chronomètre, et puis vous regardez au bout de combien de temps vous avez le premier RAW. Si vous avez un RAW rapidement, c'est que vous êtes en hypochloridrie. Donc ça c'est important parce qu'en fait, le fait de faire ce test-là, ça vous permet tout de suite en fait de comprendre votre système digestif et de savoir où agir
en priorité, et puis de retourner voir Muriel, et puis de lui dire, je suis en hypochloridrie, qu'est-ce que je fais? Puis là, il y a plein de choses à faire. Voilà. Quoi dire on a parlé du grêle, du côlon, et moi je vous invite juste, en fait, assez simplement, quand on parle du microbiote intestinal, alors effectivement il y a des liens au niveau immunité et puis au niveau du cerveau, ça c'est fondamental, mais pensez à envisager votre côlon comme un jardin. On aime bien tous faire un petit peu de jardinage. Muriel parlait des prébiotiques. Les prébiotiques, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un humus. Hein, comme les feuilles que vous mettez l'hiver sur vos cultures qui ne sont plus, mais pour préparer justement la terre pour le printemps. Donc pensez que ces prébiotiques, ils vont préparer en fait votre petit jardin intérieur, et que ensuite, justement en consommant des aliments lactofermentés, donc on va en parler, ces aliments lactofermentés vont installer un total de bonnes bactéries qui seront intéressantes pour vous. Alors, plus que des probiotiques de laboratoire finalement, parce que ce seront des probiotiques qui seront en adéquation avec votre environnement. Et ça, c'est assez fondamental. Vous avez tous observé que lorsque vous partez en vacances, par exemple, d'un seul coup, là, les premiers jours, vous vous trouvez un peu incommodé, un peu constipé. C'est normal. C'est parce que finalement, vous n'êtes plus chez vous. Et du coup, il n'y a plus les bonnes bactéries qui vous entourent. Et bon, c'est à ce moment-là qu'il faut rétablir l'équilibre en mangeant un tout petit peu plus de légumes riches en fibres. Et puis, hop, les choses, elles repartent normalement. Voilà, je vais vous parler des légumes lactofermentés. Donc, moi, je vous ai préparé ce soir, ce sera peut-être moins bon que ce que vous a préparé le chef Schilling. En plus, ça s'est renversé dans la voiture, avec les virages. Donc moi je vous ai préparé des carottes à la coriandre, aux graines de coriandre. Je vous ai préparé c'est du radis rose. Puis je vous ai préparé de l'oignon, parce que l'oignon d'un seul coup il va être beaucoup plus digeste. Et l'oignon je l'ai mis avec des baies de myrte, parce que dans la région on a beaucoup de myrte. Et puis cette petite baie de myrte elle est très intéressante en fait à rajouter dans l'alimentation. C'est un peu notre genièvre à nous en fait. Bon. Donc vous verrez ça. Alors pourquoi la lactofermentation? Il se trouve que depuis plusieurs millions d'années, et on le sait parce que d'ailleurs sur les plages d'Arcachon, en fait, on a retrouvé, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été effectuées, et puis on a retrouvé en fait en profondeur dans le sable, et puis avec les éléments qui ont enlevé le sable, on a retrouvé des restes exactement tressés. Et par les analyses qu'ils ont effectuées, ils se sont rendus compte que c'était des légumes qui étaient mis dans une saumure. Donc, du coup, voilà, je viens de vous dire ce que c'était les légumes lactofermentés. C'est ni plus ni moins un super moyen de conserver des légumes lorsqu'on en récolte trop pendant l'été. Et on peut tout faire en lactofermentation. Moi, en ce moment, j'ai lancé là des feuilles de pissenlit, par exemple. Vous pouvez lancer des orties. Vous pouvez y aller sur les courgettes, vous pouvez y aller sur les cornichons, tout le monde connaît, les champignons aussi, on peut les faire en lactofermentation. On peut vraiment s'amuser avec tout type de légumes en lactofermentation. C'est un moyen de conserver les légumes. Et la conservation, donc, c'est super simple puisque ça va se faire dans une saumure. Et une saumure, on sait tous ce que c'est un mélange d'eau avec du sel. Alors attention sur le sel. La qualité du sel, elle est fondamentale. Du sel, non, pas du cérébos, pas du baleine, voilà. On veut du vrai sel gris, effectivement, voilà, qui n'a pas été traité. Ça, c'est important, parce que du coup, on va gagner en fait en sels minéraux contenus dans ce sel. La proportion, ça va être à peu près 10 grammes par litre. Donc du coup, on prépare en fait son litre d'eau. Alors là, c'est pareil, s'il vous plaît, pas d'eau du robinet. Parce que trop pollué, ça c'est important, à moins que vous ayez en fait un système de filtration, mais pas de filtration au charbon. La Brita, ça sert à rien, c'est vraiment un vrai bon filtre. Ah ben non, en tout cas tout ce qui est œstrogène, en fait, ça reste dedans. Hein. Donc ou de l'eau de source, enfin voilà.
Et l'autre source, bah, enfin, il y a tout un sujet quand même là-dessus. Voilà. Alors honnêtement, moi, ce que j'invite, en fait, un investissement que je trouve intéressant concernant l'eau, c'est la fontaine Berquet. Après, j'ai pas d'action chez eux, donc vous irez voir sur Internet, mais c'est plutôt intéressant. Et cette fontaine-là, alors non, et pas que, et puis surtout, il y a un vortex. Et le vortex, en fait, c'est ce qui change tout justement sur les pesticides et sur les oestrogènes. La fontaine? Berquet, B-E-R-K-E-Y. Oui, oui. C'est de l'amusement. Vous pensez, parce que quand vous parlez d'eau de source, c'est comme ça qu'on achète dans les bouteilles, il y a quand même le problème des micro... Plastique. On est d'accord là-dessus, hein. Voilà. L'eau du robinet, enfin, je veux dire, il y a des analyses qui sont faites, elle n'est pas forcément... Alors, ce qu'on observe, alors juste l'observation de scientifiques dans la nature, c'est que la nature se féminise. Bon, donc du coup, judicieusement, on se pose bien des questions. On sait que dans les centres de traitement de l'eau, en fait, tout ce qui est œstrogène, ce qui est libéré par les stérilés hormonaux, par les pilules contraceptives, tout ça, hop, c'est pas traité. Et donc ça, c'est sûr, vous le retrouvez au niveau du robinet. Mais c'est un vrai problème de société par rapport au cycle, par rapport à tout notre système hormonal. Alors, l'eau, c'était pas tout à fait le sujet du soir, mais en tout cas, voilà, gardez en tête une bonne eau avec un bon sel. Et puis juste les eaux, je fais une parenthèse, mais là on va miser sur des eaux qui sont très peu minéralisées, ça c'est important. Pas de Vittel, pas de Contrex, on va pas faire ces légumes lactofermentés avec ce type d'eau. Ouais, ça c'est éliminé, c'est sûr. Ouais. Et après, si c'est notre maison, si on a un budget un petit peu plus élevé, vous allez voir le site eau-riginel. Et là, c'est tout un système EAU''riginel, RI, donc c'est originel, mais écrit avec O. Donc ça, c'est un système qui coûte à peu près 1 800 €, avec un entretien qui est d'à peu près 400 € tous les ans. Donc c'est un budget, mais en même temps, là, on va avoir de l'eau géniale, en fait, à tous les étages dans la maison, directement au robinet. Parce que quand on parle d'eau, ben là, je parlais de légumes lactofermentés, mais il se trouve qu'on se fait son petit café avec de l'eau du robinet, qu'on se fait ses pâtes avec de l'eau du robinet. Ah bon, voilà, c'est quand même assez courant. On utilise les carafes Brita, avec les... Je sais pas si c'est... Non, c'est pas efficace. C'est pas... C'est pas efficace. Donc, je reviens sur les légumes lactofermentés. Du débat, je savais pas, mais bon. Non, mais manger des fruits et des légumes, enfin non, des légumes, des légumes. On va retenir ça ce soir. Bon, l'eau, bah, on peut pas tout maîtriser. Hein. Non, on peut pas tout maîtriser, mais on peut optimiser. Bien Mon sûr, discours, non, il est mais... juste de dire, on essaie sûr, d'optimiser, voilà. En tout cas, là, pour faire la lactofermentation, ça serait vraiment trop dommage, en fait, d'utiliser l'eau du robinet. Ouais. Parce qu'effectivement, bah, du coup, on n'aurait pas le bon développement de bonnes bactéries. Ça serait dommage. Voilà. Alors, le secret, il est d'avoir un bocal avec le caoutchouc. Ça, c'est important. Je vais peut-être la salir. C'est pas grave. Donc, un bocal comme ça, donc de cette dimension-là, avec un caoutchouc. Le caoutchouc, il est important parce que vous voulez créer une fermentation. Et donc, la fermentation, ben, on ne ferme pas complètement le bocal. Si vous fermez le bocal, c'est loupé. OK ? Deuxième chose importante, quand vous avez préparé vos légumes, alors vous les taillez comme vous voulez, moi je trouve que c'est plus facile à réaliser lorsque c'est taillé gros. Puis vous allez voir au niveau de la mâche, c'est plutôt facile. Après, on peut recouper, voilà. Mais les légumes râpés, c'est pas si évident en fait en faire en lactofermentation. Ça se trouve en magasin bio, en grande surface, mais c'est pas si évident de réaliser la lactofermentation avec des légumes râpés. Vous mettez vos légumes, vous mettez donc vos 10 grammes de sel avec votre eau que vous préparez à côté, vous versez sur les légumes, et là, le deuxième secret, c'est qu'on veut des bactéries qui se développent. Et ces bactéries, pour se développer, elles ont besoin d'être à température ambiante, c'est-à-dire pas en dessous de 20 degrés.
Beaucoup de gens en fait se trompent et puis font leur lactofermentation et mettent directement le bocal à la cave. Non, bah ça marche pas parce que dans la cave en fait il va faire quoi, maxi 15 degrés. Donc du coup ça va pas fermenter, il va pas y avoir de création de bulles. Donc surtout on garde dans la cuisine, dans la maison, on se crée un petit endroit et puis vous allez voir au bout du 3e jour des petites bulles remonter et ces petites bulles en fait vous certifient que vous êtes en train de faire une bonne fermentation. Et puis ensuite vous descendez à la cave. Donc 1 semaine dans la cuisine à température ambiante et ensuite idéalement 2 à 3 semaines dans un endroit au frais. Donc ça peut être la cave, ça peut être le garage si celui-ci il est plutôt frais, hein, mais un endroit frais. Quand vous ouvrez ensuite, alors là voilà vous dégustez. Alors la dégustation, qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Les légumes lactofermentés. L'humain donc je vous disais qu'il avait découvert les légumes lactofermentés par accident ou pas, on ne sait pas, ça on ne saura jamais. Mais une chose est sûre, c'est que d'un seul coup, ça a peaufiné son microbiote. Et donc, du coup, ça nous a réussi, forcément, par la force des choses, en fait, à nous autres humains, d'avoir d'un seul coup de bonnes bactéries qui se développent au niveau de notre côlon et surtout en bon équilibre. Et le petit plus de la lactofermentation, c'est que, alors, lactofermentation, qu'est-ce que ça veut dire? On parle là, en fait, d'acide lactique. Ça n'a rien du tout à voir avec les produits laitiers. Rien à voir. Cet acide lactique, en fait, est un acide qui, au contact de la muqueuse de l'intestin grêle, va se transformer en vitamine C. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ça, justement, qui va contribuer à booster votre immunité. Et lorsque ça descend, en fait, au niveau du côlon, d'un seul coup, là, on va avoir ces bonnes bactéries qui vont s'installer. Pour peu qu'on ait fait une petite cure de prébiotiques ou que simplement on ait une alimentation suffisamment riche en fibres en consommant régulièrement des poireaux, des blettes, des épinards. Je trouve que ces 3-là, c'est plutôt pas mal, mais on est OK pour le fenouil. Donc, manger pas mal de légumes, donc riches en fibres, du coup, ces bactéries-là, elles vont super bien s'installer. Et alors là, d'un seul coup, vous allez créer votre propre microbiote. Et ce propre microbiote, il sera fort. Et là, il n'y aura pas de problématique justement d'habitude au niveau des bactéries, au niveau du côlon, parce que ça fera partie intégrante de votre vie. Donc vous, finalement, en fait, vous vivez en cohabitation en fait avec vos bonnes bactéries. Petite chose importante, il y a des aliments qui réagissent en fait, qui interréagissent avec des bactéries. Moi, j'entends souvent au cabinet, moi j'aime bien le chocolat noir. Mais attention, il est noir, hein, 80%, hein, on est bien. Mais le chocolat noir, en fait, il faut comprendre que vous en avez envie, c'est une évidence. Vous pouvez aussi vous déculpabiliser en vous disant, c'est un petit manque de magnésium, c'est pas mal de manger du chocolat noir. Mais le problème, en fait, c'est que on se rend pas compte des fois de la dose de chocolat noir, hein, je suis sur un chocolat de bonne qualité. Ce chocolat noir, pensez en fait que vous avez des bactéries dans votre côlon qui font des appels de chocolat noir. Donc c'est même plus vous que vous nourrissez, c'est clairement en fait des bactéries dans votre côlon. Hein, donc du coup, pensez-y aussi. Tu vas en déculpabiliser plus d'un là. Je sais. Le chocolat, c'est mes bactéries qui en veulent. C'est pas moi. Voilà. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on développe aussi du pathogène. Rappelez-vous, on fermente au niveau du sécom. Le sucre, c'est de la fermentation. Donc du coup, fermentation, hop, tout de suite, c'est un déséquilibre en fait au niveau des bonnes bactéries qu'on va retrouver au niveau du microbiote. Qu'est-ce que j'ai ? Oui. Pas du tout. Alors c'est pas le même acide lactique, non. L'acide lactique au niveau des crampes, il s'agit d'un déchet. Or là, en fait, justement, ça va rééquilibrer en fait au niveau osmotique. Et d'ailleurs, je vous invite, en fait, lorsque vous faites des légumes lactofermentés, buvez le jus. Ne le jetez surtout pas, ça serait trop dommage. C'est là où il y en a le plus. Buvez le jus et quitte même à faire une petite cure de ce jus tous les matins, mélangez avec du plasma marin isotonique. Je sais pas si du plasma marin isotonique. C'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer, mais dans laquelle on va rajouter de l'eau, une proportion d'eau. Et du coup, ce liquide, du coup, qui fait partie de notre plasma naturellement, va booster les bonnes bactéries. Et donc, hop, on rentre dans un cercle qui est favorable, en fait, pour vous.
Et donc du coup, on l'a vu, hein. Qui dit bonne bactérie, bon fonctionnement intestinal, déjà vous allez vous en rendre compte tout de suite tout de suite, dans les jours qui suivent, parce que vous allez avoir un transit et donc des intestins qui vont bien fonctionner. Les intestins qui fonctionnent bien, c'est un intestin grêle qui va absorber beaucoup de nutriments et donc du coup c'est la patate, on se sent bien, on n'a pas la fatigue du matin, on n'a pas la fatigue de l'après-midi, on se sent bien. C'est des nutriments, c'est donc tous les minéraux au niveau sanguin qui vont être intéressants. Et puis ensuite au niveau du côlon, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez aller à la selle tous les jours. Et ça c'est important, on devrait tous aller 1 à 2 fois par jour avec des selles de qualité. J'en entends pas forcément en cabinet, mais après c'est normal, on vient aussi me voir pour ça. Mais donc du coup, pensez-y, dès que vous mangez en fait des aliments lactofermentés, du coup vous améliorez le tout au global. Mais par contre, pensez à réguler au niveau de l'estomac. Et si vous avez pris pendant longtemps des IPP parce que justement il y avait la nécessité et que le médecin a jugé bon de vous en prescrire, ce qui n'est pas forcément une erreur, mais pensez du coup à vous faire tester et de voir si vous n'êtes pas devenu, si vous n'avez pas créé une muqueuse gastrique hypochloridienne, et ce qui va du coup ne pas être génial en fait sur la suite. Voilà. Alors, on Oui. me demande à quel moment on peut fermer le bocal. Alors on le ferme d'entrée de jeu en fait. Entre le sel. On le scelle au bout des 2-3 semaines au frais. 2-3 semaines. Voilà. C'est donc 1 semaine avec le caoutchouc dans la cuisine à 20 degrés minimum. Et c'est ensuite 2 à 3 semaines dans un endroit plus frais, entre 10 et 15 degrés. Enfin, moi je trouve entre 10 et 13 degrés si je voulais être pointilleuse. Avec le caoutchouc. Et voilà, mais il est fermé avec dès le caoutchouc. Il est fermé, mais dès le fait départ, qu'il y ait mais le caoutchouc, voilà. ça permet C'est justement. l'importance du caoutchouc. Si jamais la personne n'utilisait pas un parfait, voilà. En fait, le caoutchouc, si vous voulez, il permet de faire échapper en fait de l'air, mais de ne surtout pas en faire rentrer, parce qu'on est sur des bactéries qu'on dise anaérobies, c'est-à-dire qui vont créer de la fermentation en étant sans oxygène. S'il vous plaît, si on n'a pas d'endroit frais ce soir, on met le frigo. Ça aura du mal à se faire. Ça sera trop froid. Ouais. Et l'été, même au garage, la température sera chaude. Ouais. Oui, mais mon mari va pas me laisser là. c'est ça. Après, il y a la possibilité de créer un champ de fraîcheur, c'est-à-dire on utilise les caisses à vin en bois de votre mari, dedans on va y mettre de la terre, et puis du coup là comme ça vous installez en fait un champ qui sera un tout petit peu plus frais qu'ailleurs. Ouais, ça vaut le coup d'essayer. Et le sel alors vous ne mettez pas la première semaine? Si. Ah, si, vous mettez des- Oui. La saumure, elle est mise d'entrée de base, elle est préparée d'entrée de base. Parce que c'est celle-ci qui va vous permettre de voir justement les petites bulles s'échapper. Tous les problèmes de rhumatisme, mon médecin me dit que manger trop acide. Bon, là, on a l'impression. On est alcalin. C'est pas parce que c'est pas parce que ça s'appelle acide lactique que c'est acidifiant. La viande est acidifiante, le sucre est acidifiant. Ça veut rien dire. Pardon de dire ça, mais ça veut rien dire. mais là, pour le coup, il y a la quantité, parce qu'on n'a pas encore parlé de. On n'a pas encore parlé de quantité. Mais on va manger. C'est absolument pas acidifiant. Gardez en tête que là, pour le coup, vous avez un produit qui est alcalin, donc qui est plutôt intéressant. C'est pareil d'ailleurs, citron, etc. Pareil. Voilà. Quand on me dit oui, mais je mange plus de citron, trop acide. Non, c'est la viande rouge et le sucre qui est acide. Donc quand il y a un terrain inflammatoire, effectivement, il faut aller alcaliniser son alimentation, donc pour avoir un pH plus élevé. Mais finalement, c'est pas les légumes, tomates ou des choses où on dit il y a de l'acidité, c'est pas ça. C'est le sucre brut, le sucre rapide, la viande rouge. Donc si c'était le cas, si déjà vous faisiez cet effort de pas beaucoup en manger, le fromage, je pense que le fromage aussi, il y a du fromage c'est super acidifiant, très acide. Et puis après, c'est augmenter les légumes, et là on va augmenter le pH.
Et puis voilà, on n'a pas parlé quantité. C'est sûr qu'on va pas manger un bocal par jour. Hein. Non, la quantité, c'est 1 cuillère à soupe à chaque repas. 1 cuillère à soupe, pas plus. 1 cuillère à soupe. Mais rien que cette cuillère à soupe, en fait, elle sera fantastique pour votre microbiote, en fait. À chaque repas. Ouais. Ça fait 2 fois par jour. Quoi. Exactement, midi et soir. On peut mettre tous les légumes Tous, absolument tous. et on peut rajouter par exemple de l'ail ou... Ah bah oui, mais oui, amusez-vous s'il vous plaît. Il y a une, C'est pour ça que je vous ai fait de l'oignon. il y a une question pour. Quand on ouvre, du coup, il faut que ça soit comme à l'enchaîne, ça doit dégazer. Oui, mais pas tant. Est-ce que vous pouvez reformuler s'il vous plaît? Alors c'était la question, c'était quand est-ce qu'on doit entendre un dégagement gazeux à l'ouverture du bocal, c'est ça? En fait, pas tant. Vous allez entendre un léger pchit, mais c'est tout. Et ce qui fera foi, en fait, c'est vraiment les petites bulles que vous allez voir la première semaine. Si vous n'avez pas de petites bulles, c'est un problème. Et alors surtout, ne vous amusez pas à ouvrir le bocal. Parce que là, sinon, vous faites rentrer les mauvaises bactéries et là, c'est moisissure assurée. Donc, vous laissez faire. Surtout, vous n'ouvrez pas pour sentir. Si vous avez l'impression que, oh tiens, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ça se fait, vous ouvrez, c'est foutu. C'est foutu. Hein, donc, surtout, vous laissez fermer. Oui. Une fois entablé, alors je vais le garder combien de temps? Idéalement, 1 semaine au frigo. C'est pour ça que moi, j'invite à faire, bon, bah, là, j'ai fait un grand, mais les petits, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et Mais faut le refermer à chaque fois, le bocal. oui, bon là il va être ouvert. Hein. Donc en étant ouvert, en fait, ensuite vous le conservez en enlevant le caoutchouc. D'accord. On referme le bocal qui est plus sans caoutchouc. Exactement, puisque vous n'avez plus besoin en fait d'avoir un échappement d'air. Vous n'avez plus besoin de ça. Parce que le processus, donc 1 semaine à température ambiante et 2 semaines à peu près en cave, on avait dit 13 degrés. Mais après, en fait, il me semble, c'est fait. C'est stable. C'est stable. Après, c'est stable. Donc après, on peut ouvrir et fermer. On ne va pas modifier le développement des bactéries, des bonnes bactéries, c'est fait. Justement, j'avais une question. Là-dessus des risques, si la fermentation est trop longue? Aucun. Aucun. Non. Y a-t-il des signes qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas dans le bocal? Oui. Les moisissures. Mais là, ça viendrait en fait parce que le bocal, le bocal, moi, je le trempe en fait dans l'eau bouillante, le bocal, avant de lancer ma lactofermentation pour être sûr qu'il n'y ait pas de germes sur les parois du bocal. Mais si on a bien respecté toutes les étapes, normalement, tout se passe bien. Il n'y a même pas de questions à se poser. Hein. Là où ça se passe pas bien, c'est quand on a envie de sentir et qu'on se dit, oh, j'ai pas l'impression que ça se fait. Alors on ouvre. Et là, oui, c'est la porte ouverte en fait aux bactéries et donc aux moisissures. Ouais. Tu disais 10 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Oui. Parce que moi, j'aurais imaginé, en me disant, il reste ça d'air, que j'aurais voulu aller au ras de en ça, eau. c'est une bonne question, une bonne remarque. En fait, vous allez laisser au moins 2 centimètres donc d'espace entre le liquide et le haut du bocal, parce que ces 2 centimètres, en fait, vous allez avoir une élévation de volume. Et puis moi, je les laisse dans la cuisine, là, dans cette première semaine à température ambiante, je mets une coupelle en dessous ou une assiette creuse. Parce qu'effectivement, on peut avoir certaines fois un léger débordement. Mais alors, on laisse faire, hein, on essuie autour, c'est pas grave, on laisse comme ça. Mais c'est vrai que c'est important de garder 2 petits centimètres. 2 centimètres, ouais. D'accord. Et pour autant, c'est pas un air qui va venir, parce qu'on veut des bactéries anaérobies, donc c'est pas... Alors, là aussi, bonne remarque, ça me permet de rebondir sur une chose importante. Bon, les carottes pèsent lourd, donc du coup, elles vont rester au fond, puis elles vont très peu remonter à la surface. Mais là, je vous ai fait l'oignon. L'oignon, vous voyez là sur le dessus, en fait, j'ai mis une feuille de chou. J'ai mis une feuille de chou, en fait, pour que justement l'oignon reste bien dans l'eau avec le sel, dans la saumure. Hein, c'est important. Et puis certains rajoutent un petit galet propre, bien sûr, voire stérilisé. Hein, vous le mettez dans l'eau bouillante, tout simplement. Mais comme ça, parce que vraiment l'idée, c'est que ça reste. Pour être sûr que ça plonge. Voilà. D'accord. Exactement. Oui, oui. Voilà. On s'assure juste que c'est propre. Voilà. Quoi d'autre de rajouter?
Vous avez des De toute questions? façon, chacun, on a fait la photocopie de Très ce que bien. tu m'as passé, tout le monde repart Voilà, avec, je vous ai mis les des recettes, idées pour voilà. l'accommoder. Alors le kimchi, le kimchi c'est exactement la même chose, sauf que on a deux process dans le kimchi. Parce que donc là je vous ai parlé des légumes, c'est souvent les légumes qui sont plutôt racines dans la saumure. Mais dès qu'on va utiliser des légumes feuilles, donc par exemple des feuilles de blette ou les orties, je vous disais que je faisais de l'ortie. Moi je mets une couche d'ortie, une couche de gros sel, une couche d'ortie, une couche de gros sel. Et puis je vais aller jusqu'à laisser 2 cm là comme ça. Vous allez voir en fait au bout d'une nuit que d'un seul coup en fait l'ortie avec le gros sel, c'est toute l'eau de la plante en fait qui s'échappe. Et donc du coup ça va créer une saumure naturelle. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors je reviens au kimchi. La façon de faire du kimchi, c'est un chou. Ce sont des feuilles de chou. On ne le fait pas dans une saumure, en fait, on fait ce process, c'est-à-dire on va mettre le chou coupé finement, le gros sel. Le gros sel, c'est vraiment, je mets juste une fine couche de gros sel, je rajoute le kimchi, voilà, et puis je vais faire ça jusqu'en haut en laissant 2 cm. Et puis je vais utiliser le même process, c'est-à-dire 1 semaine, toujours avec le caoutchouc à température ambiante, et puis ensuite 2 semaines à température plus basse. Je vais récupérer mon chou. Et puis alors là, je vais avoir fait un mélange. Un mélange, là, on peut avoir 1000 mélanges en fait de sortes de kimchi. Le kimchi, c'est épicé. Donc il y a toujours une base de piment, mais on peut faire tous, autant que nous sommes ici dans cette salle, son propre kimchi. En fait, le kimchi, vous avez fait votre chou lacto-fermenté, puis ensuite vous allez le mélanger en fait dans une pâte. Le kimchi. Ah voilà, voilà, du kimchi. Alors, moi je préfère le faire, mais ah très bien, voilà. Ah super, voilà. Super. Bon voilà. Donc le kimchi, mais vous pouvez faire votre propre kimchi. C'est à Langon, c'est juste la ville à côté, je peux dire d'ici. Je suis de Langon. Ah, Ouais. Il y a le magasin chinois. Ah oui, ok. Bon voilà. C'est la base pour faire la fermentation. Très bien. Puis après, vous avez des recettes naturelles. Alors pour ça, je vous ai apporté des livres. Des petits livres. Je vous ai apporté... alors moi, j'ai pas mal... je me suis beaucoup amusée en fait avec celui-ci dans un premier temps. Celui-ci, je le pratique depuis une 30aine d'années, on va dire. Donc Prodigieuse lactofermentation de Pascal Labbé. Vous pourrez les feuilleter. Hein. Ouais. Vous avez celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Des aliments aux 1000 vertus, voilà, aux éditions Terre Vivante. Et vous avez celui-ci, que j'aime bien aussi, mais qui va être plus... il n'y a pas d'image. Alors, si on aime bien avoir des images, voilà. Celui-ci, il n'y a pas d'image, mais il est super. Hein, Donc, je fais mes aliments lacto-fermentés. Et puis, le petit dernier que j'ai trouvé, c'est fermenter presque tout. Alors, celui-ci, franchement, je le trouve génial. À une seule condition, c'est d'apprécier, en fait, d'avoir des petits dessins. C'est-à-dire, vous n'avez pas de lecture chiante. Il y a vraiment, en fait, juste des petits dessins. Donc, on suit les petits dessins. Ça, c'est le dernier que j'ai acheté. Il est assez récent. Il est franchement très, très, très sympa. Donc, fermenter presque tout avec presque rien. Alors, là, sur la vidéo, donc c'est ce qu'elle est en train de filmer, Elodie. Et après, oui, faire un rappel sur sur le site internet de la pharmacie. D'accord. Et dans tous les livres, là, vous avez à chaque fois une petite recette de kimchi différente. Donc, amusez-vous. Le kimchi dans les galettes de sarrasin, c'est juste magnifique. Hein. Là, on peut se faire des repas à l'infini pour un repas vite fait le midi. Là, ça va être super. Et sans acidité. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Faut-il éplucher les légumes? Moi, je les épluche pas. Parce que justement, ça va contribuer aux bonnes bactéries. Mais par contre, je les brosse. Hein. Je les brosse bien. On va les laver à l'eau de robinet.
Je les brosse juste et je les rince juste vite fait à l'eau du robinet. Bah ouais, c'est difficile quand même de faire autrement, mais personnellement à la maison j'ai un berquet et donc du coup je n'utilise que le berquet. C'est pour ça que Et légumes bio ou de son potager où on sait qu'on n'a rien mis, bien sûr. Oui, idéalement. Et comment on peut savoir si on a un bon microbiote? Alors, 2 sels par jour. Ah, 2 sels. Nous autres en naturopathie, on est un peu comme en médecine traditionnelle chinoise. En fait, on voue une passion en fait pour les sels. Donc du coup, on pose toujours une question comment sont vos sels, comment ça se passe. Et j'aurais dû être naturopathe. Je suis Madame Caca à la pharmacie. Alors justement, je t'ai apporté un petit cadeau, mais on en reparlera plus tard. Une autre question. Ah, je précise autre chose pour continuer à répondre à votre question. Donc 2 sels par jour, des sels en fait de bonne qualité, c'est-à-dire on veut pas des petites bosses, on veut pas de choses fibreuses en fait au niveau des sels, on veut pas de sel qui flotte à la surface, sinon ça veut dire que ça manque de sel biliaire. On veut pas de sel en fait, on veut pas d'oscillation entre sel trop molle et puis constipation. Bon, ça s'appelle la dysbiose. Et surtout important, on n'est pas censé avoir de gaz. Si on a un microbiote qui fonctionne bien, nous n'avons pas de gaz. Gaz odorant ou pas odorant, c'est sûr que quand c'est odorant, bah là on se dit franchement il y a un mauvais équilibre. Il y en a marre aussi. C'est sûr. Mais normalement on n'a pas de gaz. Et alors, les 2 autres choses importantes qui nous permettent de confirmer qu'on a un bon microbiote, c'est on est bien dans la tête, c'est-à-dire qu'on n'oscille pas, on n'est pas en dystonie neurovégétative, on n'est pas là à se dire un jour oh j'ai pas la pêche, je suis pas bien, et puis l'autre jour à se dire ouais je suis super tonique, je suis super bien et tout. Non, ça n'existe plus en fait. Le bon microbiote, c'est on est linéaire, on est bien, sauf bien sûr si on a un choc émotionnel. Autre chose, quand on est en période de virus en fait, là on va rien choper. Et ça, c'est véridique. Hein. On ne chope rien. Donc là, c'est vraiment la preuve que vous avez un bon microbiote. Alors, comment on explique que 2 personnes qui vivent ensemble, qui mangent la même chose, il y en a un qui va 2 fois à la selle et l'autre... Je reviens sur le polymorphisme. C'est-à-dire, en fait, que sous votre toit, en fait, vous mangez sensiblement probablement la même chose, mais à l'un, ça va être plus intéressant, puis à l'autre, ça sera moins intéressant. Et donc, c'est là où nous, on intervient. C'est notre champ d'action à la maison. Bon, écoutez, vous, et monsieur, il cuisinera pour lui. Non, mais c'est... Parce qu'est-ce que vous faites ce qu'il aime lui, pour lui faire plaisir? Ou est-ce que vous faites ce que votre système digestif aime? On aime tous les 2. On mange la même chose. Je suis même sûre qu'ils mangent plus de cochonneries. On l'a vu tout à l'heure, hein, le microbiote, on a vu à 80%, il est personnel. Vous n'avez pas les mêmes bactéries. Un obèse qui va faire tous les efforts pour perdre du poids, mais comme il n'a pas le même microbiote, ce qu'on avait vu sur des souris, on est allé coloniser avec les bactéries d'une souris obèse, on les met à une souris saine, elle devient obèse, et vice versa. Celle à qui on va mettre une bonne flore, elle va perdre du poids. Donc j'imagine, de toute façon, c'est notre fléau, l'obésité, les problèmes de poids et le diabète, ça va être dans les années à venir quelque chose qui va se développer. Mais effectivement, il y a une disparité. Et j'en reviens en fait sur les 2 notions avec lesquelles j'ai abordé le sujet. Hein. Mâcher, peut-être que vous ne mâchez pas pareil. Alors, justement, moi je fais attention, je mastique. Mon mari avale. Voilà, on a tout compris. Donc on a tout compris. Et puis peut-être que votre estomac... Oui, mais c'est elle qui va passer à la salle. C'est ça. C'est injuste parce que lui tout va bien. J'y vais régulièrement tous les jours, mais lui, par contre, 2 voire 3. Il va plus que vous, oui, mais c'est peut-être pas la qualité de la selle. Ah oui. Ce que disait Cécile, il a peut-être une selle liquide. Oui. Non, je pense pas. Vous vérifierez. Passez derrière lui. Bon, mais en tout cas, oui, mais c'est juste fondamental en fait de regarder ces éléments précisément. Et puis peut-être que vous n'êtes pas pareil au niveau de l'estomac, de la muqueuse gastrique. Ouais. Peut-être aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce que vous avez pris de votre maman, le pot à pot, le aussi, oui, c'est pas le aussi. même que votre mari l'a pris. On fonctionne avec, nos bactéries. On vit avec elles comme si on était dans une forêt en fait, d'une certaine manière.
Moi, j'avais une question Oui. par rapport aux médicaments, mais aux compléments alimentaires. Est-ce que ça risque pas de modifier notre cardinalité personnelle, de donner des en mettant probiotiques, bactéries, de vous donner des probiotiques, c'est ça? Si on vous donne des probiotiques. Après, voilà, donc on est à 4-5 souches, là où on en a donc des centaines. On est dosé en milliards, mais c'est juste pour être sûr qu'à un moment donné, on a un impact et que ça arrive bien au niveau du côlon. Pour autant, alors, à moins de prendre, comme tout complément alimentaire, et je te laisse finir après, enfin, en tout cas, on vous accompagne sur une durée donnée. L'idée, c'est pas de vous laisser tout le temps sous probiotiques. C'est à un moment donné d'aller rectifier le tir, plus l'effort que vous allez faire dans l'assiette, pour qu'on ait un résultat, de toute façon. Donc, c'est, voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est pas, On peut pas vivre avec ça tout le temps. En fait. Non, ou alors il faut se poser des questions. Pourquoi j'en ai tout le temps besoin? Et là, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais bien quand j'en prends, mais j'arrête, c'est pire. Bon, l'idée de toute façon, ça serait de ne pas en prendre, en fait, peu importe le laboratoire. Hein, l'idée, ça serait de pas en prendre et de ne fonctionner qu'avec l'alimentation. Parce que c'est vrai que lorsqu'on prend en fait des probiotiques de laboratoire, est-ce qu'on sait si c'est le bon moment en fait lorsqu'on décide de prendre des probiotiques? Si on n'est pas allé voir un thérapeute et si on n'a pas assez bien fait un travail en profondeur, bah voilà, les questions elles se posent là. Je reviens juste sur le yaourt. Tu as parlé du yaourt tout à l'heure. Le yaourt, à partir du moment où il est cuit à haute température, à partir du moment où il est pasteurisé, en fait, il n'y a plus de bactéries dedans. Donc, du coup, bon, Activia de chez Danone, pour ne pas les citer, c'est donc de la flûte enchantée parce qu'il n'y a forcément pas de bactéries puisque c'est pasteurisé, cuit à haute température, donc du coup, plus de bactéries. Et puis Muriel, à l'officine, tu fais sans doute, puisque tu fais IFAS latérale, les champignons, et il y a un complexe de chez eux qui s'appelle IFAS Equilibrium, oui, que tu dois avoir. Oui. Bon. Je les ai pas tous, hein, voilà. Et celui-ci, oui. Alors il est un petit peu plus onéreux que l'épilège, ça c'est vrai, mais alors là on est sur de la top qualité de probiotiques, parce qu'on est sur la probiotique pro et pré. Et pro et pré, ouais. Probiotique et prébiotique. Oui. Et c'est vrai que ce complexe, il est top. Donc Réchi, je crois, Crinière de Lion. C'est ça, Chaga, je crois Cordyceps. Cordyceps. Ouais, 3 champignons. Alors bon, moi je débute dans les champignons. Ça fait qu'un mois qu'on les a référencés. Comment IFAS Equilibrium. Ouais, IFAS, ça vient de if. En fait, if, c'est un mot qui s'écrit H-Y-P-H-E-S. Et les ifs, en fait, c'est ce qu'on appelle le mycélium du champignon. Vous voyez, quand vous voyez un champignon, en fait, c'est un fruit. Et ce qui vient en dessous, qu'on ne voit pas, mais qui permet à toute la forêt de communiquer ensemble, bah, tout ce réseau-là, en fait, c'est ce qu'on appelle les ifs. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc, IFAS Equilibrium, moi je trouve, il est top celui-ci. Et il n'y a pas de contre-indication avec des traitements médicaux? Rien du tout. Alors vous allez pouvoir des fois lire dans les livres, attention, la lactofermentation, on doit faire attention parce qu'avec le sel, l'hypertension, ça peut être compliqué. Aux doses, si vous restez à 1 cuillère à soupe par personne midi et soir, il n'y a pas de problème sur l'hypertension, d'autant que le sel, il s'est transformé. Donc du coup, c'est un faux discours. Alors le kéfir, bah oui, les boissons, kéfir de fruits, c'est celui que je préfère, kéfir de lait, qui est intéressant. Et il faut bien comprendre en fait que les populations nomades dans le monde entier, qui existent encore aujourd'hui en Mongolie ou dans le désert du Sahara, ils ont l'habitude de consommer du lait fermenté. Du lait fermenté de chamelle, du lait fermenté de jument. Bon, bah, et puis il y en a plein d'autres, mais ces laits fermentés sont intéressants justement pour l'immunité de ces populations en fait qui vivent de manière nomade. Donc je suis complètement pour en fait les boissons. Le lait, c'est pas ma tasse de thé, mais ça c'est parce que je suis naturopathe. Mais sinon
Mais le lait fermenté, ce qu'on appelait le lait ribot, en fait, on peut y trouver un certain intérêt s'il est de qualité. C'est toujours la même chose. 1 verre par jour de kéfir de fruits, de kéfir de lait ou de kombucha, 1 verre par jour, pas plus, parce que sinon on va créer une surfermentation. C'est donc encore une fois le sécom qui va trinquer, parce que du coup il y aura trop de bactéries qui s'alimentent de sucre qui crée de la fermentation par rapport à la putréfaction. C'est pour ça toujours avoir un équilibre dans l'assiette, dans l'alimentation. Le kéfir de fruits. Oui. Moi, je connais qu'avec une fille des minéraux. Oui. Avec vos grains de kéfir, on est là sur du kéfir qui est très très bien. Le sucre est transformé, mais encore une fois, je reviens sur la dose, parce que la dose, c'est quand même ce qui est important dans tout. C'est donc juste 1 verre. Alors, moi, j'ai fait du kéfir avec du concombre, de la menthe et du citron. Très bien, super, Voilà. on est bien. Moi, je trouve ça très bon. Ben voilà, mais 1 verre par jour. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais point trop n'en faut. Hein. Pensez toujours, il y a un médecin du 19e siècle qui s'appelle Paracels qui disait tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc, pensez, ayez toujours cette phrase en tête, parce que ça c'est important, ça vaut pour absolument tout. L'alimentation, les médicaments, les compléments alimentaires, les plantes, et pour la lactofermentation. Très bien. J'ai pas entendu, j'ai juste entendu chocolat, mais j'ai le chocolat, la dose par jour. Quand dans nos bactéries l'appellent, j'ai besoin de chocolat. Alors, quand je suis gentille en cabinet, je dis 1 carré par jour. Quand t'es gentille. Oui, quand je suis gentille, j'explique. Quand ton microbiote va bien. J'explique. J'explique. Mon travail, en fait, c'est de déterminer votre terrain, en fait. Et donc, du coup, les prédispositions, votre mode de fonctionnement, ça c'est mon travail de base, en fait. Donc, quand vous venez au cabinet, j'évalue votre terrain. Si votre terrain, il est OK pour 1 carré de chocolat par jour, pourquoi pas? Mais franchement, pour la plupart des terrains, il va pas être intéressant. Je rappelle que le chocolat, ça crée des calculs biliaires. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis la deuxième chose, c'est que le chocolat, en fait, c'est riche en oxalates. Et donc, vous attaquez vos os. Alors, quand on arrive à la ménopause, il n'y a rien de pire pour la femme. Voilà. C'est là où on est content d'avoir invité des naturopathes. C'est juste que je pense que la vidéo va être trop longue. Il y a une chose à regarder, mais oui, même. Mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de regarder où se trouve le sucre dans la composition. Ça doit se trouver en 3e position. Oui. Alors, je vais passer Jérôme. Parce que plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. Ouais. Pensez aux oxalates. Juste parce qu'après on va couper la vidéo et on termine avec toi. Je vais te passer le micro. La question c'est, pardon, tu voulais savoir? Pardon. La lactofermentation dans votre cuisine. C'est une bonne question, ça. Passez. Non, mais je reste là, on me voit de toute façon. D'accord. Oui. Moi, j'utilise pas énormément. Il y a que depuis un an et demi maintenant. Parce que j'ai un ami à moi qui a un restaurant en Alsace qui s'appelle l'Alchemil, qui est à Kaisersberg. Ça a été nommé un des plus beaux villages de France. C'est très beau. Hein. Et en fait, lui, il a vraiment orienté sa cuisine sur ses jardins. En fait, il a 3 jardins. Il a embauché un jardinier. Ça fait maintenant 3 ans qu'il travaille avec lui. Et il est complètement autonome à 80% de tous ses légumes. Et en fait, Jérôme, il s'est beaucoup basé sur la cuisine justement qui se fait en Suède, Norvège, Danemark, sur justement toutes ces lactofermentations et les kimchi, enfin toutes ces méthodes. Et on avait préparé le Bocuse d'Or l'année dernière ensemble, parce qu'il s'était nouveau représenté, on l'avait déjà fait en 2010. Et il m'a un peu amené ses connaissances. Donc du coup, c'est pour ça que je suis venu avec un bocal de kimchi qu'on fait nous à base de laitue celtus, que j'ai intégré dans une des garnitures, mais justement c'est à petite quantité parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup en termes de goût.
Et je trouve que ça me travaille beaucoup, moi, au niveau du ventre. Donc, c'est qu'il faut travailler plus haut. il y a des grands spécialistes à côté, donc ça va peut-être m'apporter des solutions ce soir. Mais du coup, je l'ai intégré dans une de mes garnitures parce que ça me ramène un goût assez particulier. Vous goûterez de toute façon tout à l'heure. Et après, je travaille pas plus que ça. Mais c'est aussi l'avenir, je trouve, parce que finalement, quand on voit aujourd'hui le discours qu'il y a eu, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps, même si c'est quelque chose qui se faisait déjà il y a longtemps en arrière, comme beaucoup de choses, quand finalement on a pu travailler, et maintenant il faut les remettre aussi. Il faut juste avoir un juste milieu, quoi. Voilà. Il faut pas en faire pour en faire. Il faut aussi le comprendre et l'adhérer. Je pense que vous avez tous peut-être essayé, peut-être que vous n'avez pas aimé, vous avez arrêté. Il y en a qui vont aimer, qui vont continuer, mais moi je pense qu'il faut continuer là-dedans. Il faut juste trouver son équilibre à soi. C'est comme vous avez dit, il faut faire ce qu'on aime aussi. C'est ça aussi la cuisine. Hein. C'est ça. Donc si comme Madame elle disait, vous voulez rajouter de l'ail, tout ça dedans, et justement nous on a mis de l'ail. Moi je mets autre chose encore parce que moi je mets. En fait je fais pas trop ce comme vous avez dit là. Moi j'utilise la farine de riz, du sel bien sûr. C'est pas bon la farine de riz? C'est vrai? Bon, je continue. Farine de riz, épices, et je mets de la poire coréenne. Ok. Elle est très riche. Les Coréens l'utilisent beaucoup pour nourrir leurs enfants. Et elle est très élevée en vitamine A, B, enfin il y en a pas mal de vitamines. Et ça permet aussi d'activer justement la fermentation. Ok. Voilà. Mais j'utilise la farine de riz parce que voilà, c'est ce que mon ami Jérôme m'avait conseillé. Et je suis resté dans cette trame-là, quoi. Ok. J'ai pas voulu faire 15 000 essais non plus. J'en ai fait 4-5 et c'était bon. Mais voilà. Et après, j'avais aussi une sous-chef qui était chez moi. Bon, elle est partie parce que ouais, elle a eu 2 enfants, donc elle s'est rapprochée de sa famille à La Rochelle. Elle était d'origine russe et elle m'a apporté justement tout ce côté un peu végétal aussi. Elle était très orientée là-dessus. Et on a aussi une pâtissière là bon là c'est Jade, la chef pâtissière. Mais on a une des pâtissières qui est très calée en termes d'huile essentielle aussi. Donc voilà, c'est peut-être un sujet plus tard, mais. Je fais une petite parenthèse sur les Russes. Les Russes, eux, utilisent la lactofermentation à tous les repas. C'est-à-dire, ils sauvent leur repas. Hein. Ils sont capables, quand vous faites un transsibérien, moi, c'est ce que j'ai fait il y a une quinzaine d'années. C'est très intéressant parce que vous baladez dans le train, vous regardez à l'heure du repas, en fait, ce qui sort de leur sac. Il y a systématiquement de la lactofermentation. Et on n'oublie pas que le borscht, leur soupe à la betterave, Oui, c'est à base de betterave lactofermentée. Elles nous ont souvent au perso. Ah bah, Et c'était très bon. Oui. C'est vrai. Et vous avez conseillé de ne pas manger. En juste dose. Tout en juste dose. Mais du coup, le fait de faire du juste dose surtout, en fait, ça permet d'avoir un panel assez intéressant et puis du coup d'avoir une assiette qui fait plaisir à voir, hein, parce que normalement il y a de la couleur et tout. Et le fait qu'il y ait de la couleur, ça permet aussi au cerveau de mettre en place les process de digestion, les process enzymatiques pour bien digérer. Donc manger dans le calme et puis en se faisant de bonnes assiettes, voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Comme chez vous. Oui. Mais là, moi, j'étais parti au Japon. J'ai un ami japonais à Reims, et en fait, lui, il calcule tous les apports caloriques qu'il a dans son menu. Okay. Et il fait 26 plats. Oui, vous dites ça fait beaucoup, mais en fait, tout est calculé, et en fait, vous finissez le repas, vous n'êtes pas à outrance. C'est juste qu'il a bien. Par contre, bien sûr, vous avez mangé en 1h30, hein, mais quand je dis plat, c'est des petites bouchées. Mais par contre, comme il calcule toutes ces calories, finalement, on n'est pas plein. Et donc, c'était très intéressant son approche finalement, parce que et c'est vrai que les Japonais, ils portionnent tout aussi. Hein. Oui. Ouais. Vraiment. Ouais, et on a beaucoup à apprendre d'eux parce que quand on voit la longévité qu'ils ont par rapport à nous, leur alimentation, elle est quand même très bien faite. Ils consomment beaucoup d'algues. Ça, on en a parlé en octobre, hein, que c'est hyper important. Quand vous mangez des sushis, alors ce que je vous conseille pas de faire tous les jours, hein, moi ce qui m'horripile le plus, c'est justement ce plat quand même trop sucré tous les jours, hein, j'entends, mais une fois de temps en temps ça va. Mais ce qui sauve le plat, c'est justement ce gingembre en fait qui est lactofermenté. Ok, c'est ce qui sauve tout.
Oui. Voilà, et ils en mettent donc pas mal. Oui. Mm. D'accord. Je vais, alors on va bien sûr nous poursuivre notre échange. Oui, reprends le micro. On va bien sûr nous poursuivre notre échange, mais c'est juste pour terminer la vidéo. Merci à tous pour votre attention. Merci encore Cécile, merci Jérôme. Merci. Et là maintenant c'est la cerise sur le gâteau. On va aller déguster. On va quand même déguster. On commence par oui par tes légumes lacto-fermentés et après ben voilà le chef une chose va nous importante. régaler. Une chose importante. Merci. Merci. Une petite chose importante. Vous ne mettez jamais de métal dedans. Hein, c'est comme pour les cornichons, on prend avec une cuillère en bois ou une fourchette en bois. Pour se servir. Oui. Pour se servir, pas Oui. de, ouais, d'accord. Cuillère en Je bois, crois pas de que je te métal. l'avais dit, c'est pour ça que je J'ai t'avais oublié dit. alors, tu vois, c'est bien de le rappeler. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et puis à très vite sur nos réseaux sociaux pour les prochaines animations. Il y aura Fanny avec l'aromathérapie, Caudalie avec Delphine. Bref, plein d'aventures. Merci à tous. Au revoir. Merci.